Bonjour à tous, je laisse les premiers participants rentrer dans ce webinaire. Merci pour votre inscription et votre mobilisation pour ce nouvelle thématique, webinaire SOS patients âgés. Cette partie de webinaire intégrera les soins de support en oncologie, en oncogériatrie. Alors, pour contextualiser ce webinaire, c'est le fruit d'une collaboration entre le DSRC OncoPACA Corse et les ICOG PACA Ouest et PACA Est, et il s'inscrit dans la feuille de route de l'ARS PACA et répond à deux thématiques. Alors, il s'agit du second webinaire de notre série annuelle Les rendez-vous de l'oncogériatrie pratique en PACA. Le premier était sur le bilan de médication et est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Alors, on voulait juste faire un point en tant que DSRC pour vous rappeler la disponibilité de notre répertoire régional des soins de support en cancérologie. Ce répertoire est accessible depuis notre site internet dans la rubrique professionnels de santé, répertoires régionaux, soins de support. Et donc, vous avez accès aux 9 soins de support du panier en cas que vous pouvez rechercher par code postal ou par parcours spécifique. Voilà, vous avez une géolocalisation avec des fiches d'identité. Donc, on vous encourage fortement à aller le consulter dans vos pratiques quotidiennes. Je vais maintenant laisser la parole à professeur Anne-Laure Coudert pour introduire ce webinaire. Alors, merci beaucoup et merci à tous de vous connecter donc, à ce webinaire. Donc, comme dit par Julien, c'est un rendez-vous qui est biannuel et c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour l'oncogériatrie de PACA Ouest et Est. Donc, aujourd'hui, on va parler des soins oncologiques de support en oncogériatrie. Ces soins oncologiques de support qui sont souvent oubliés, pourtant qui sont essentiels, puisque c'est les soins, la prise en charge et le soutien apportés à nos patients âgés atteints de cancer. On l'a vu, les dernières études qui sont sorties sur cette prise en charge pluridisciplinaire avec les gériatres, les oncologues, les kinés, les pharmaciens, les diététiciens, l'assistante sociale, les personnels qui font l'activité physique adaptée, tout ça, vraiment, cette prise en charge multidisciplinaire permet aux patients âgés de mieux supporter leur traitement et d'améliorer la faisabilité des traitements oncologiques. Donc, ces soins de support sont aussi à adapter aux personnes âgées de façon spécifique parce que vous savez, ils ont des comorbidités, mais aussi une polymédication qui parfois peut entraîner des interactions. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter ces soins de support adaptés aux personnes âgées, mais aussi de l'activité physique adaptée et, on l'oublie souvent, les aidants et la prise en charge sociale des patients âgés. Donc, je vais laisser la parole à l'équipe de l'IPC et je les remercie aujourd'hui d'organiser ce webinaire. C'est du 100% IPC, avec les traitements du cancer et leurs effets secondaires qui vont être présentés par le Dr Rousseau, mais aussi l'offre de soins oncologiques de support présentée par le Dr Braticevic, la prise en charge diététique et nutritionnelle présentée par un binôme, le Dr Braticevic et Pauline Denis, et enfin la prise en charge sociale, familiale et l'impact de l'isolement qui sera présenté par le Dr Naudet et Monsieur Lucas Gianni. Voilà, je vous remercie à tous et puis bon webinaire. Merci. Donc, c'est moi qui vais suivre. Donc, mon titre, c'est une conspiration, le cancer et ses traitements, une conspiration contre les patients âgés. Donc, c'est un petit peu une provocation, mais j'ai voulu, dans ma présentation, mettre en évidence tout ce qui justifie justement à la fois, bien sûr, l'évaluation gériatrique avant le traitement, mais aussi tout le service après-cure qu'il faut mettre en place une fois qu'on a décidé d'un plan de traitement. Donc, une conspiration pour lier le patient âgé, il a d'une part le cancer, hein, donc le cancer lui-même, la localisation primitive va être importante, le fait que la maladie soit localisée ou métastatique, si les métastases sont là, est-ce qu'elles sont viscérales, non viscérales, le nombre de sites métastatiques, la charge tumorale, en gros, ça va impacter énormément sur le patient lui-même. Puis il va y avoir le patient lui-même. Et là, il faut décliner deux choses. D'une part, le vieillissement, qui n'est pas une pathologie en soi, mais dont il faut tenir compte, et qui a des conséquences, en particulier dans la métabolisation des médicaments, et d'autre part, les comorbidités. Et puis enfin, troisième élément de cette conspiration, les traitements du cancer. En même temps, ils sont incontournables, que ce soit des traitements locaux-régionaux, que sont la radiothérapie ou la chimiothérapie ou la radiochimiothérapie,
ou des traitements systémiques, chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée. Et vous le savez, hein, la guérison ou la mise en rémission complète du cancer, elle passe pas par une séquence thérapeutique, elle passe par l'association et par un parcours où souvent on va passer de la chirurgie à l'association des médicaments, de la radiothérapie, et éventuellement des hormonothérapies, immunothérapies. Donc c'est un long parcours et tous ces éléments mis ensemble, en effet, vont contribuer à fragiliser le patient âgé. Et il est important d'en tenir compte pour la prise en charge efficace du patient. Allons-y, la suivante. Alors, on reprend le cancer lui-même, donc je vous l'ai dit, il faut bien voir la tumeur primitive, on le sait intuitivement, un cancer du sein localisé n'aura pas le même impact sur l'état général du patient qu'une tumeur très inflammatoire comme un pancréas ou un cancer du rein, dont on sait que ce sont des tumeurs à temps de doublement rapide pour certains et qui entraînent un très gros retentissement sur l'état général du malade. Et le type de tumeur, le degré d'envahissement de cette tumeur vont donner lieu à des tableaux très différents avec un retentissement sur le patient très particulier, qu'il s'agisse de tableaux où il va y avoir une anémie, des saignements, des hémoptysies, un syndrome occlusif, un syndrome confusionnel. En règle générale, les grosses masses tumorales, les tumeurs inflammatoires vont entraîner très rapidement des dénutritions qui elles-mêmes sont la source de sarcopénie, de fatigue, de risque de chute. Donc le cancer lui-même, il nous appartient de le prendre en compte dans sa totalité et c'est pour ça qu'un diagnostic précis avant de démarrer un traitement est toujours très important. Même chez une personne très âgée, d'avoir une cartographie exacte des lésions, de connaître la charge tumorale et le type histologique, bien sûr, c'est un point extrêmement important. En ce qui concerne le patient lui-même, la suivante. Alors, il faut distinguer, bien sûr, ce qui dépend du vieillissement de celui des comorbidités elles-mêmes. Alors, dans le vieillissement, qui n'est pas, on le rappelle, une pathologie, il faut voir que l'ensemble du métabolisme du patient va être modifié. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, les thérapies orales, et Dieu sait s'il y en a maintenant, avec les thérapies ciblées, l'hormonothérapie, certaines chimiothérapies sont orales aussi, on sait qu'il y a une modification de l'absorption du médicament, du fait de la diminution de la sécrétion gastrique, de la diminution de la mortalité gastro-intestinale, de la diminution du flot splanchnique. Bref, tous ces éléments sont à prendre en compte avant de démarrer le traitement. De la même manière, la modification du métabolisme, suivante, de la distribution déjà. Hein, chez le sujet âgé, on a une masse maigre qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus faible que la masse graisseuse. Hein, donc, il y a une modification des masses au profit de la masse graisseuse qui va rendre la distribution des médicaments différentes, suivant qu'elles sont hydrosolubles ou liposolubles, et pouvoir entraîner des concentrations plasmatiques majorées et donc des expositions supplémentaires et donc des toxicités plus importantes du traitement. Et enfin, il y a l'élimination des produits qui est modifiée hein, du fait de la diminution du métabolisme hépatique par la diminution du volume et du flux hépatique. Bien sûr, la diminution de la masse rénale et énormément de médicaments sont à élimination rénale. Et donc, il peut y avoir une accumulation des métabolites ou des médicaments qui vont être excrétés par les reins. Et enfin, on y pense, en tant qu'oncologue, on est beaucoup moins au fait de ça, mais il y a une modification de la barrière hémato-encéphalique, une plus grande perméabilité, et qui majore la neurotoxicité de certains agents. Hein. Donc, en ce qui concerne le patient lui-même, une fois qu'on a balayé le vieillissement, il y a aussi les comorbidités. Et qui dit comorbidité dit comédication. Et c'est ça le cœur du problème, et c'est ce dont on avait parlé au précédent webinaire, c'est-à-dire cette conciliation médicamenteuse, puisque dans notre population âgée, c'est une étude qui avait été faite sur les patients de plus de 75 ans, sur les données d'assurance maladie, on voit que 46% des patients de plus de 75 ans ont plus que 5 à 9 médicaments, et 25% en ont plus que 10. Hein. Ça, c'est un risque énorme d'interaction médicamenteuse et aussi de médicaments potentiellement inappropriés, donc d'où la nécessité en amont de la prise en charge de faire des conciliations et des revues d'ordonnances complètes, c'est ce qui fait partie de l'évaluation gériatrique. Quand on passe aux traitements eux-mêmes, les traitements du cancer, bon, je vous les ai détaillés tout à l'heure, hein, il y a les traitements, il faut bien considérer qu'on est
dans le traitement du cancer, il y a les traitements locaux qui auront une activité locale et des effets secondaires locaux, mais qui peuvent être très, très handicapants. Quand je pense à une radiothérapie pelvienne dans le cadre des tumeurs gynécologiques ou rectales, et les traitements systémiques. Et la guérison, le traitement du cancer, il passe par l'association des deux stratégies qui vont être séquencées au cours d'un parcours. Et dans les traitements systémiques, bon, maintenant, l'éventail s'est extrêmement élargi puisqu'il n'y a plus seulement la chimio et l'hormono, il y a aussi l'immunothérapie et les thérapies ciblées, et l'ensemble de ces stratégies aboutissent à un parcours de soins qui est long et qui est un petit peu à considérer comme un parcours d'obstacles pour le patient âgé. Et si on regarde, vous passez à la suivante, en fait, ce qui va se passer, nous, on va mettre en place un traitement, une stratégie de traitement anti-cancer, de traitement pour le cancer. Ce traitement va interagir avec les comorbidités, avec le statut fonctionnel du patient. Et c'est cet équilibre qui est potentiellement très dangereux et très facilement déséquilibrable qu'il faut prendre en compte tout au long du parcours de soins, pas seulement au moment de l'évaluation, mais au moment de la prise en charge de toute la séquence thérapeutique. Donc si on regarde les traitements du cancer, on a plusieurs paradigmes de toxicité. Donc les toxicités digestives sont des toxicités extrêmement lourdes pour le patient, qu'elles soient des nausées et des vomissements qui sont chimio ou radio-induits, ou des diarrhées chimio ou radio-induits. Donc je vous ai mis les drogues, par exemple dans les diarrhées, il y a des drogues, il faut les connaître, qui sont extrêmement risquées pour les patients. Il faut l'irinotecan en particulier, les taxanes à retenir, parce que souvent chez les sujets plus jeunes, on a moins de problèmes de diarrhée, mais chez les sujets âgés, on a pas mal de problèmes de toxicité au taxol. Le 5-FU, la radiothérapie pelvienne, donc tous ces éléments vont potentiellement entraîner des effets secondaires graves pour le sujet âgé, une déshydratation, des insuffisances rénales, une hypotension, une chute. Et donc tout ça va retentir de façon significative sur l'autonomie des patients et sur les complications. C'est-à-dire que même une diarrhée de grade 2, à 60 ans, ça passe comme ça, le patient va se réguler, il est aidé à domicile, il n'y a pas de problème. À 75 ans, il est tout seul ou il est l'aidant naturel d'un conjoint plus âgé, il va avoir une diarrhée, il prendra bien ses médicaments antihypertenseurs et ça va être la catastrophe de la chute, de la fracture, des urgences et la cascade d'événements négatifs qui vont interrompre la séquence thérapeutique. Donc ça, c'est très important. Ces toxicités qui paraissent anodines, il faut les prendre en compte dès le début, s'arranger pour les prévenir et une fois qu'elles sont là, s'arranger pour les prendre en charge très rapidement. C'est une urgence. En ce qui concerne les toxicités hématologiques, bon, la chimio, les thérapies ciblées, certaines immunothérapies, elles agissent sur les 3 lignées. Et quand on regarde les effets secondaires sur les blancs, par exemple, une neutropénie fébrile, elle n'est jamais anodine. Donc ça, c'est des études assez anciennes, mais que je trouve intéressantes, qui parlent de patients de plus de 70 ans, de plus de 60 ans. Vous voyez, c'est pas très âgé. C'était une cohorte de 4000 patients atteints de lymphome hodgkinien. Dans cette cohorte, on avait regardé les patients de plus de 70 ans. Et la survenue des leucopénies de grade 4 et des sepsis sévères a été significativement supérieure après 60 ans et elle a impacté la survie de façon significative, très important. Et les conséquences d'une neutropénie fébrile, elles sont aussi très importantes. Quand on regarde cette grosse étude de cohorte, aussi une étude allemande, aussi assez ancienne mais quand même intéressante, qui montre la corrélation entre le risque de décès chez les patients chez qui survient une leucopénie fébrile, une neutropénie fébrile et qui sont hospitalisés, et le nombre de comorbidités. Et vous avez vu qu'au-delà une comorbidité, le risque de décès, il est quand même beaucoup plus important en pourcentage. Et qui est comorbide? Ce sont les patients âgés en général. Donc, une neutropénie, ça n'est jamais anodin et c'est toujours extrêmement risqué pour nos patients âgés. En ce qui concerne la toxicité sur les rouges, déjà, le cancer est un pourvoyeur d'anémie. Donc, au départ, avant de démarrer le traitement, il y a une prévalence de 30% de patients atteints de cancer qui ont une anémie. Et chez le patient âgé, l'anémie, elle va parler beaucoup plus pour des taux d'hémoglobine même encore acceptables.
Et la symptomatologie, elle va être influencée par la présence de comorbidités, bien sûr, hein, la cardiopathie ischémique en particulier, et elle va être responsable d'un symptôme qui est la fatigue. Et les gens se plaignent souvent beaucoup plus de fatigue à certains moments que des douleurs, hein, les patients âgés atteints de cancer. Et qu'est-ce qu'elle va entraîner, cette anémie? Ben, ça donne une cohorte de symptômes peu spécifiques qui sont l'asthénie, la perte d'autonomie, les complications cardiovasculaires, les troubles cognitifs qui sont accentués, hein, les taux d'hémoglobine un peu plus bas font que les performances cognitives sont moins bonnes. Il y a plus de syndrome dépressif aussi, de manifestations de syndrome dépressif, les complications iatrogènes aussi, pour la simple raison qu'il y a certaines molécules de chimio qui sont fixées sur les globules rouges, donc quand il y en a moins, leur taux circulant est augmenté et la toxicité sur les globules blancs elle est majorée, hein, je pense aux épipodophylotoxines et aux camptothécines par exemple, et l'anémie, on le sait, elle impacte la survie. Donc une anémie, même de grade 1-2, c'est significatif, il faut en tenir compte, il faut le prendre en charge. Enfin, les toxicités neurologiques. Alors, certaines thérapies ciblées, mais surtout les taxanes, les AKE de la pervenche, les sels de platine, mais c'est surtout les taxanes qui sont largement utilisés en cancérosolides, qui sont pourvoyeurs de ces neuropathies sensitives, qui vont en avoir un impact très vite en termes de douleur, de perte d'autonomie, de chute, qui peuvent être très lentement réversibles, voire irréversibles. Et il est très important, surtout chez les patients qui ont déjà des neuropathies sous-jacentes liées à leur comorbidité, je pense au diabète ou aux neuropathies alcooliques par exemple, de le prendre en compte avant de démarrer le traitement, de l'interroger à chaque cure et de ne pas persévérer si on voit qu'il y a une toxicité de grade 2 qui intervient, puisque ça, c'est des toxicités cumulatives qui peuvent être irréversibles. Enfin, en ce qui concerne les toxicités osseuses, c'est des toxicités liées aux traitements anti-hormonaux, donc dans le cancer du sein, les inhibiteurs des aromatases. Hein. Je rappelle que le tamoxifène est plutôt un agoniste des récepteurs aux œstrogènes sur les tissus osseux, donc il n'entraînera pas de raréfaction osseuse ni d'ostéoporose, à l'inverse des aromatases, des inhibiteurs des aromatases qui sont eux des gros pourvoyeurs d'ostéoporose. Dans les traitements du cancer de la prostate, bien sûr, hein, que ce soit la suppression androgénique, les anti-androgènes, les inhibiteurs de la fabrication des androgènes ou les inhibiteurs, les antirécepteurs aux androgènes, tous ces médicaments, ils vont avoir le même type d'effets secondaires, qui sont des effets secondaires au long cours, puisque c'est des thérapies au long cours, hein, 5 ans minimum pour le cancer du sein. Dans les cancers de la prostate, c'est des traitements aussi au long cours en situation métastatique. Donc ces effets secondaires au long cours, c'est des douleurs, des risques de chute, donc de fracture, et un retentissement sur l'autonomie ADL, IADL. Enfin, la suivante. Les toxicités cutanéo-muqueuses, là encore, on pourrait dire, bah, la peau, les muqueuses, c'est pas super important. Elles sont générées par, bien sûr, pour les mucites, les radiothérapies de la sphère ORL, certaines chimiothérapies, certains médicaments de chimiothérapie comme les anthracyclines, ne pas oublier les anthracyclines, ou le 5-FU, et les thérapies ciblées hein, aussi, bien sûr. Et ces mucites, c'est extrêmement lourd pour les patients. Elles vont entraîner très rapidement des risques de déshydratation, d'insuffisance rénale, d'hypotension, de chute, un petit peu comme les toxicités digestives. Et ces effets secondaires peuvent être pourvoyeurs de réhospitalisation en urgence. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la récupération est lente. Hein. Une mucite en temps normal chez un sujet jeune, c'est entre 5 et 7 jours pour récupérer un épithélium endobuccal fonctionnel. Pour une personne âgée, il faut doubler, hein, c'est 14 jours minimum. Si en plus là-dessus se met une infection fongique, par exemple, favorisée par un antibiotique, parce que le patient a fait en plus un sepsis ou une infection liée à sa chimiothérapie, vous voyez que c'est un engrenage qui va être très, très délétère en termes de nutrition aussi et de perte de poids et de perte de masse musculaire. Le syndrome main-pied, là aussi, on pourrait dire, oh, c'est banal. Le 5-FU, les anthracyclines liposomales, le taxane, les thérapies ciblées, les immunothérapies aussi peuvent en donner. Et là aussi, vous pouvez cliquer pour avoir l'effet secondaire. Ils vont être pourvoyeurs d'une perte d'autonomie, d'une diminution du périmètre de marche, d'un risque de chute, de douleur, qui peut être plus ou moins long, donc immobilisation du patient, donc risque de, là encore, un risque de phlébite, de perte d'autonomie, et extrêmement invalidant aussi, ne serait-ce qu'au plan
morale aussi, tout ce cortège puisque souvent, une toxicité n'est jamais seule, hein, et souvent, il y a plusieurs systèmes qui sont touchés. Et donc ça, c'est ça un peu la conspiration du mal. Et donc, quand on regarde au total, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que nos traitements, qu'ils soient radio, chimio, immunothérapiques, thérapie ciblée, entraînent des grands effets secondaires. Il n'y a pas de petite toxicité pour les sujets âgés. Même une toxicité de grade 1-2 peut avoir un gros impact en termes d'autonomie, en termes de complications, de réadmission en urgence et parfois d'interruption du parcours de soins. Et le dernier point, c'était les médecins peuvent conspirer aussi contre le malade. Ben, ils peuvent conspirer s'ils n'anticipent pas tout ça, s'ils ne prennent pas la mesure des toxicités potentielles induites par nos traitements. Et donc, c'est tout l'intérêt d'intégrer, bon, d'une part, d'avoir l'évaluation gériatrique avant de démarrer le traitement, de savoir à qui on a affaire et quel traitement on va proposer en fonction de l'évaluation complète qui va être faite en amont du traitement, mais aussi de mettre en place très tôt des soins de support. Et c'est ce dont vont nous parler Cécile Bratisevic, Dorothée Naudet, Pauline Denis et Lucas Gianni. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, j'aime bien ce titre, SOS patient âgé. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, j'aime bien ce titre, SOS patient âgé. Suite à cette conspiration des oncologues, en tant que gériatre, nous avons vraiment à prendre en soin tous les soins de support autour de nos patients pour que le traitement des oncologues soit le mieux possible supporté par nos patients. Donc, avant, on avait une question en oncogériatrie. À nous, les gériatres, on nous demandait souvent est-ce que je peux faire ce traitement? Maintenant, ce n'est pas ça la question la plupart du temps. C'est je veux faire ce traitement, comment je vais le faire? Et notre travail, ça va être d'accompagner par les soins de support et par nos recommandations gériatriques nos patients pendant le traitement qui est le plus adapté au niveau oncologique à nos patients. Alors là, j'ai refait vraiment une généralité sur les 9 champs des soins de support qui sont proposés à nos patients. Vous les connaissez tous. Je pense qu'ils concernent tous les patients âgés, peut-être moins au niveau de la fertilité, quoique encore. La sexualité, on a les patients, par exemple, qui sont sous hormonothérapie, c'est une vraie problématique. Mais nous allons nous pencher vraiment aujourd'hui sur, en particulier, l'aspect nutritionnel et l'aspect activité physique avec Pauline. La prévalence de la dénutrition chez les patients qui sont hospitalisés et qui ont un cancer, eh bien, elle varie en fonction de l'âge. Sur cette étude de 2012, on voyait bien qu'il y avait 45% des patients hospitalisés qui avaient plus de 70 ans qui étaient dénutris contre 37 chez les moins de 70 ans. Et Elena Payot, dans l'étude ELPACA, qui avait, donc c'était environ 1000 patients de plus de 70 ans qui avaient eu une EGA au diagnostic, qui avaient des cancers hématologiques et de tumeurs solides. Et on avait trouvé dans cette étude que la dénutrition au diagnostic était associée à un doublement du taux de mortalité dans l'année, dans une analyse multivariée. Donc vraiment, nos patients âgés qu'on étudie, qu'on évalue en début de prise en charge, le fait qu'ils soient déjà dénutris a un impact sur leur mortalité vraiment à tenir en compte. Dans cette autre étude qui a été faite, là c'est une étude rétrospective entre 2013 et 2017 aux États-Unis, on retrouve ce risque de mortalité qui était augmenté de 87%, donc ça revient à peu près au même. Et là, c'était que pour les tumeurs solides, ça n'avait pas été montré dans les tumeurs hématologiques, mais il s'était surtout concentré sur des allogreffés. Donc voilà, on retrouve nos patients âgés au diagnostic qui ont qui sont dénutris. Il y a une vraie augmentation du risque de mortalité dans l'année à court terme. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est assez classique, la diminution de la qualité de vie, l'augmentation du risque infectieux, les complications post-opératoires qui sont accrues avec une diminution de la qualité de la cicatrisation en particulier,
la tolérance qui est réduite à la chimio ou à l'immunothérapie, et bien sûr l'augmentation de la durée moyenne de séjour de nos patients à prendre en compte. Bref, cette dénutrition, il faut absolument faire le diagnostic. Donc, je vous ai rapidement, alors c'est un peu indigeste, mais pour refaire vraiment le point sur les recommandations HAS du diagnostic de la dénutrition qui a été fait en 2021. Donc, chez nos patients de plus de 70 ans, c'est bien un IMC inférieur à 22, une perte de poids 5-10% par rapport au poids habituel. Et donc, cette notion de sarcopénie majeure qui a été introduite et qui n'existait pas auparavant sur les définitions antérieures. Après, il y a les définitions classiques de la dénutrition modérée et la dénutrition sévère. Donc, l'albumine n'est plus, comme vous le savez, un critère de diagnostic, mais c'est un critère de sévérité. Et le MNA n'a pas été retenu dans les critères de l'HAS en 2021, même si c'est toujours intéressant de le faire. Je ne sais pas si vous le faites dans votre pratique quotidienne, mais ce n'est plus recommandé par l'HAS comme critère de définition de la dénutrition. Alors, revenons un peu sur cette histoire de sarcopénie. Donc, comment l'évaluer chez nos patients de plus de 70 ans? C'est bien l'association, pardon, juste revenir un tout petit peu à celle d'avant encore. Voilà, merci. C'est bien l'association chez le patient de plus de 70 ans d'une réduction quantifiée de la masse et de la fonction musculaire. La fonction et la force musculaire, on l'évalue comme on le fait, nous, dans une évaluation gériatrique depuis longtemps, hein, par la vitesse de marche, qui est inférieure à 0,8 mètres par seconde, et par les 5 levées de chaise, sans les mains, hein, sans aide, qui doivent être inférieures à 15 secondes. Et après, par rapport à la masse, comme vous le savez, l'évaluation sur le scanner en L3 n'est pas validée chez nos sujets de plus de 70 ans. Chez les sujets de 70 ans, les deux seuls qui sont validés, c'est l'absorptiométrie à rayon X par le DEXA, mais c'est quand même, on en a peu dans nos structures. En tout cas, nous, on n'a pas ici à l'IPC. Et c'est la bioimpédancemétrie avec un vrai bioimpédancemètre, pas des balances connectées qui ne fonctionnent pas la plupart du temps, enfin qui ne sont pas validées. Donc, il faut absolument prendre en compte cette sarcopénie. Et une fois qu'on a fait le diagnostic nutritionnel de nos patients, il faut les prendre en charge. Alors, l'HAS, sur ses recommandations de 2021, il n'y a que le diagnostic, mais il n'y a pas la recommandation. Sur l'HAS, ce n'est pas encore paru, c'est toujours celle de 2007. Donc, je vous présente celle de l'ESPEN, qui date de 2022, et qui recommande donc des apports caloriques de 30 kilocalories par kilo par jour, avec des protéines supérieures à 1 gramme, si possible, jusqu'à 1,5 g par kilo par jour, en particulier en préopératoire, avec des apports en micronutriments. Et il y a aussi des recommandations sur l'hydratation, qui est quand même, comme vous le voyez, donc c'est bien pour des recommandations en oncologie chez le sujet de plus de 70 ans. Hein, pas marqué dans le titre, mais c'est bien pour les plus de 70 ans, avec une hydratation 1,6 litre pour les femmes et 2 litres pour les hommes. Une fois qu'on a ces recommandations, eh bien, pour la prise en charge, c'est toujours le même arbre décisionnel qui est classique, qui est celui de la SFNEP, mais qui est reproduit partout. En cas de nutrition modérée ou sévère, on privilégie toujours la nutrition orale ou entérale, sauf quand il y a une occlusion digestive. Dans ce cas-là, on a recours à une parentérale. On est un peu en retard, donc j'accélère un peu. Voilà, ça, vous les connaissez, ces recommandations, mais je voulais juste faire un petit focus parce que notre discours est primordial. Je pense que vous le faites déjà, c'est comme du coaching, ce qu'on fait en évaluation, c'est un coaching d'ailleurs, ce qu'on fait en évaluation oncogériatrique. Et il faut avoir en tête des petits repères simples. Voilà, combien il y a de protéines pour 100 grammes de viande hachée, pour 100 grammes de lentilles, pour 2 œufs, pour 100 grammes de tofu. Bon, alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais je vous le rappelle. Donc, une portion de 100 grammes de viande ou de poisson en général, eh bien, il y a entre 26 et 30 grammes de protéines pour 100 grammes. D'accord? Les lentilles, c'est 13 grammes. 2 œufs, c'est 13 grammes de protéines. Le tofu, c'est 8 grammes.
Voilà. Juste, je pense, avoir ces repères-là, c'est toujours intéressant de le dire aux patients parce qu'il y a quand même nos patients qui ont des idées reçues. Je suis vieux, je n'ai plus besoin de protéines le soir. Oui, mais s'il fait 60 kilos et qu'il va se faire opérer, il a besoin de 90 grammes de protéines par jour. Et de leur en parler, de le dire à leurs aidants qui sont à côté, c'est primordial. Bien sûr, il faut parler des compléments nutritionnels oraux. Je pense qu'avoir une ordonnance comme celle, comme l'exemple qui est ci-dessous, où en face du complément nutritionnel, vous avez combien il y a de calories dedans et combien il y a de protéines, ça permet de montrer au patient comment l'utiliser, son complément nutritionnel. Bien sûr, il faut lui rappeler qu'il faut le prendre en dehors des repas, que ça ne remplace pas un repas, etc. Mais lui dire, ah, voilà, quand vous allez prendre votre complément nutritionnel, il y a 30 grammes de protéines. Je ne vous ai pas prescrit exprès un jus de fruits parce que dedans, il n'y en a que 8 grammes. Voilà. Ce n'est pas les pharmaciens qui choisissent, même si ce sont souvent nos alliés. Ce n'est pas le goût du patient, c'est vraiment ce qu'on a choisi de prescrire. Il faut lutter contre les idées reçues. Donc, je ne mange pas de protéines parce que je suis vieux, c'est normal. Et puis aussi, bien sûr, tous ces fameux régimes sans sucre, etc. Il faut poser la question pour être sûr qu'ils ne sont pas tombés dedans. Et après, il y a le choix de la nutrition artificielle qui est primordial. Les sujets, c'est pas parce nos sujets sont âgés qu'ils n'ont pas le droit au traitement de choix, c'est-à-dire une nutrition artificielle à type de nutrition entérale. Ça vaut la peine de les hospitaliser pendant quelques jours pour débuter une nutrition artificielle entérale s'ils en ont besoin pour les booster au début de la prise en charge. Voilà. Je passe la parole maintenant à Pauline parce que bien sûr, on les nourrit. Pourquoi nos patients? Pour qu'ils fassent du muscle, parce que c'est leur trésor. Et donc, Pauline va vous prendre la suite. Bonjour à tous. Du coup, donc je vais enchaîner rapidement sur nous un peu voilà l'exemple concret de ce qu'on peut faire à l'IPC avec nos patients âgés. Le but de l'enseignant APA, l'objectif de l'enseignant APA dans ces consultations, c'est avant tout le risque sarcopénique, finalement, on sait s'il est là grâce à l'intervention des médecins en amont. Nous, l'objectif, c'est un petit peu de faire le point sur l'activité physique du patient, bien entendu, mais qu'est-ce qui va l'en empêcher, qu'est-ce qui va l'amener à pratiquer, son environnement de vie, s'il a des aides à domicile, etc. Donc vraiment tout ça, au travers d'un entretien motivationnel, on essaye vraiment de faire le point sur ces choses-là. On peut aussi le questionner donc purement sur son niveau d'activité physique. Il y a plein d'outils à disposition. Nous, on utilise le Richer Gagnon qui a été validé que très récemment, qui est hyper facile de passation. Il y a 9 questions. Elles sont assez faciles de compréhension comparé à certains questionnaires qui peuvent être un petit peu plus délicats. Et ensuite, on peut passer sur une petite batterie de tests pour évaluer un peu leur performance physique. On utilise beaucoup le SPPB qui se fait sur 3 étapes. On a les levées de chaise, 3 positions sur l'équilibre et la vitesse de marche. Donc, c'est un score qui se fait sur 12 et ça nous donne un petit indicateur vraiment de la performance un peu globale et de son état physique général, on va dire, en termes physiques. Et enfin, la force de préhension, nous, on l'utilise pas mal aussi au niveau des avant-bras, du coup, au travers d'un dynamomètre. Après, il y a plein d'autres tests qui sont possibles et qui sont relativement faciles à mettre en place en cabinet, etc. Et voilà, c'est pas que dans le contexte, on va dire, hospitalier que ça peut se faire. On peut passer à la suite. Ensuite, une question qui revient beaucoup, un petit peu, je sais, en tout cas nous les médecins de l'IPC, ça revient beaucoup, c'est un petit peu quand est-ce que j'oriente vers le kiné, quand est-ce que j'oriente vers l'APA. La question, moi je vais y répondre en tant qu'APA forcément, parce que c'est mon métier. Déjà, il faut savoir que l'enseignant en APA, il vient du monde du sport. Pour la plupart des enseignants, on vient d'une formation STAPS, donc la faculté des sciences du sport. Les kinés, eux, c'est des paramédicaux. Et du coup, nos fonctions et nos objectifs vont être complètement différents. Pour faire court et pour faire simple, vous avez quand même beaucoup d'exemples sur le diapo, mais pour faire simple, le kiné, il va venir rééduquer un membre, rééduquer une fonction d'un membre. Et l'APA, il va venir soit à la fin de cette rééducation, soit pendant, et pour rétablir un petit peu tout le reste.
C'est-à-dire, si la personne, je dis n'importe quoi, le patient s'est fait une entorse stupide, voilà, il a glissé, il est tombé, s'est tordu la cheville. Il y a une entorse, il y a un travail à faire en amont sur le tendon, sur le ligament, sur tout ce qu'on veut. Derrière, il a pu perdre un petit peu de muscle parce qu'il a été un petit peu à l'arrêt. Il a pu perdre un petit peu en capacité cardio parce que c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup. Nous, l'APA, on va arriver à ce moment-là à rééduquer et réadapter la personne à l'effort. Et tout ça au travers d'activités physiques adaptées, bien entendu. On peut passer à la suite. Donc en France, l'APA, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Il me semble que c'est 2017 ou 2016, la loi sport sur ordonnance qui est sortie, qui permettait à certains patients qui étaient atteints d'une ALD de pouvoir avoir une prescription d'activité physique adaptée par le médecin traitant. Depuis, ça s'est un peu étendu à plusieurs autres situations, notamment les personnes en situation de handicap ou avec des facteurs de risque. Et en gros, cette loi et le décret qui est sorti donnait simplement quel professionnel va intervenir avec le patient en fonction de ses limitations fonctionnelles. Donc là, sur le diapo, vous avez les différentes limitations. On voit que les enseignants APA, ils sont là pour les limitations modérées à légères. Ok, très bien. Sauf qu'en pratique, ce dispositif sport sur ordonnance, il donne accès à aucun remboursement de la sécurité sociale, chose que les patients sont un peu surpris parce que du coup, ils voient ordonnance, ils pensent remboursement direct. Il y a certaines mutuelles qui prennent en charge en fonction des contrats, que pour des personnes en ALD ou pas d'ailleurs. Donc, à voir avec les patients, ça peut être hyper intéressant parce que certaines mutuelles ont vraiment des remboursements et des prises en charge sympathiques. Et après, l'idée, c'est que le médecin, en fait, il fasse un peu le point sur quel type de limitation le patient va avoir et quel type de professionnel on peut orienter. Pour exemple, c'est voilà, une personne âgée qui ne sort jamais de chez elle, qui, on va reprendre tous les exemples qui sont passés, voilà, qui ne sort jamais de chez elle, qui a un score sur le SPBB très faible, qui est dénutri, qui est en perte de poids, qui n'arrive pas à se stabiliser. Je ne suis pas certaine que l'enseignant APA soit la première personne, le premier professionnel à diriger, en tout cas en première intention. Peut-être qu'il y a en amont une petite rééducation à faire, notamment au niveau de la marche, au niveau de l'équilibre, au niveau de la verticalisation par le kiné. Mais après, ça, c'est uniquement voilà, moi, mon avis en tant qu'enseignant APA et par rapport à des profils qu'on a pu rencontrer par le passé. En tout cas, je pense que la chose importante, c'est vraiment d'essayer d'orienter au maximum vos patients et de leur dire que même s'il n'y a pas de remboursement sécu, il y a certaines mutuelles quand même qui peuvent être là et pour essayer de lever ce frein du financement de l'activité physique. Ensuite, en termes de recommandations et un petit peu d'orientation de vos patients, les recommandations aujourd'hui, on est à au moins 150 minutes d'activité physique, d'activité d'aérobie, intensité modérée par semaine. L'aérobie, donc c'est ce qu'on appelle les activités d'endurance, hein, donc de la marche, du footing, du vélo, de la natation, etc. Après, voilà, hein, à prendre en compte en fonction du patient qu'on a devant soi, ou au moins 75 minutes d'activité plutôt d'intensité soutenue cette fois. Le gros point important, c'est que ces activités, elles soient réalisées pendant au moins 10 minutes. C'est un petit peu la clé, c'est pas de faire des petites courses dans la maison ou des petites activités dans la maison très rapides, monter des marches, descendre des marches, ce serait bien, il faut le faire. Voilà, il faut essayer de pérenniser un petit peu dans le temps, en tout cas, ces activités-là. Si on a un risque de chute accru chez ces personnes et une mobilité qui va être réduite, on peut instaurer des exercices d'équilibre et des exercices en prévention de chute au moins 3 fois par semaine. Ça, c'est au moins pour les personnes de plus de 65 ans. Et des exercices de renforcement musculaire global au moins 2 fois par semaine. Ça, très, très important. Notamment quand il y a cette sarcopénie qui est quand même diagnostiquée, où il peut y avoir un projet de chirurgie où du coup, il y a toute l'importance de refabriquer un peu de muscle au travers de l'activité physique et de la nutrition. Et après, être le moins sédentaire possible, ça on le sait et on le resait depuis longtemps. C'est des choses toutes bêtes, hein, mais
aller chercher son pain à pied. Si on habite en étage, de prendre l'ascenseur, ok, de prendre l'ascenseur jusqu'au 3e et de monter au 4e à pied, descendre les escaliers à pied. Voilà. C'est des petites choses, descendre un arrêt de bus plus tôt. C'est des petites choses toutes bêtes, mais qui peuvent avoir un impact. Et au fur et à mesure, le ou la patient va se rendre compte que au quotidien, il y a quand même des moments où il est bien actif. Il y a tout de même des contre-indications, puisqu'on appelle ça de l'activité physique adaptée, mais pas à toutes les situations non plus. Donc voilà, vous les avez listés, je ne vais pas revenir dessus. Par rapport à une aide à la prescription pour les médecins de ville, il y a beaucoup de documentation qui sont disponibles sur Internet, notamment la HAS, pardon. Ils ont fait un peu un modèle de prescription tout fait où il y a juste à remplir certaines lignes. L'ARS, pareil. Oncopaca, on avait travaillé à l'époque, je me rappelle, sur une fiche de repérage des besoins en soins de support avec la nutrition, l'APA et la psy. J'ai pas réussi à... Je l'ai pas retrouvé, je voulais le mettre en exemple, mais c'est vrai qu'il était bien fait cette fiche. Donc ça peut être aussi un moyen de détecter certaines choses. Et enfin, pour orienter les patients, il y a des choses que les patients eux-mêmes peuvent regarder ou que les médecins peuvent aider un peu. On a donc mon PACA Sport Santé qui est fait par l'ARS PACA, où là, du coup, il y a toutes les structures qui vont proposer des activités physiques à but thérapeutique ou à but sport santé bien-être sur la région PACA, donc qui est très très bien fait. Et vous avez aussi la liste de toutes les maisons sport santé sur la France, où pareil, pour trouver un peu des accès pour les patients en termes d'activité physique adaptée. Je suis désolée, je suis un peu la cerbère du groupe. Je vais vous demander d'avancer un tout petit peu plus vite pour qu'on laisse un petit peu de temps à la fin à la discussion, sinon on n'aura pas de discussion puisqu'on doit clôturer à 30. Pas de souci. Du coup, je termine sur l'exemple de nous, ce qu'on propose à l'IPC. Donc, c'est un dispositif de prise en charge en APA pour les patients de l'IPC. Le but, c'est de leur proposer vraiment quelque chose qui soit personnalisé et adapté. On a plusieurs dispositifs en chambre quand ils sont hospitalisés, en salle de sport quand ils sont hospitalisés, qu'ils ont le droit de sortir de leur chambre et qu'ils le souhaitent, ou les patients qui viennent en ambulatoire. Un programme à domicile en autonomie, ou qui peut se faire au travers de vidéos d'exercices. Et enfin, on essaye de les orienter vers des associations ou des clubs sportifs proches de leur domicile pour essayer de pérenniser une pratique un peu classique et au plus près de chez eux. On fonctionne bien entendu sur prescription de nos médecins à l'IPC. Et voilà. Je ne sais pas si le résultat Lucas est connecté ou pas. Bon, c'est pas grave. Donc, la dimension sociale, c'est une dimension qui est absolument indispensable dans la prise en charge du cancer. Ça a été souligné dans tous les différents... Alors, je ne sais pas si on a rallumé le... Donc, dans la dernière stratégie décennale, ils soulignaient l'importance du soutien des aidants et donc ils ont apporté cette nouvelle notion. Vous savez qu'avant, on parlait du plan de soins personnalisé pour le patient et là, ils demandent justement, pour prendre en compte la dimension sociale, d'aller vers des parcours de vie personnalisés. Et donc, évidemment, la dimension sociale avec la dimension physique et psychologique fait partie des éléments essentiels de la qualité de vie du patient. Donc, diaporama suivante, on voit donc en quoi les patients âgés sont plus sujets à l'isolement social. De base, on sait que l'image de la vieillesse est associée à une perte sociale du fait de la perte du travail qui va occasionner une diminution des interactions sociales et des responsabilités sociales. La dernière étude qui a été faite sur l'isolement social des sujets âgés, ça a été par les Petits Frères des Pauvres en 2021. Ça montrait qu'il y avait 12% des plus de 60 ans qui souffraient d'un isolement social complet. Donc, quand ils disent complet, ça veut dire qu'il y a à la fois une perte des contacts familiaux et amicaux. Et donc, 12%, ça représente quand même 900 000 personnes. Et juste des personnes âgées qui ont un sentiment d'isolement social, là, ont monté à 30%. Donc forcément, ça veut dire que quand nous, on fait des évaluations gériatriques, il y a une étude américaine qui montre qu'après une évaluation gériatrique, ça occasionne dans 46% des cas une intervention sociale. Donc en fait, le domaine social, c'est le domaine qui va entraîner le plus d'interventions après l'évaluation gériatrique. Dans tous les cas, quel que soit l'âge du patient, là on ne parle pas que des sujets âgés, il y a un impact majeur du cancer sur la vie sociale.
va y avoir en général une diminution des ressources. Ça peut aussi entraîner une diminution de la vie sociale, par exemple du fait de la perte des cheveux. Il y a des gens qui vont avoir un peu honte et qui vont résultat moins oser sortir. Et puis forcément, avec les traitements et la maladie en elle-même, les patients vont être plus fatigués, vont donc moins sortir et avoir moins d'interactions sociales. Donc là, on va voir les différents impacts que que l'isolement social va avoir sur le cancer. Donc, il y a une étude qui montre qu'il faut arriver à l'âge de 94 ans pour que l'environnement social et le niveau socio-éducatif n'aient plus d'impact sur l'espérance de vie. Donc, en gros, quel que soit l'âge du patient, il y aura toujours un impact de l'isolement social sur son espérance de vie. Et donc, il y a une vieille étude qui montre que le taux de morbidité et le taux de mortalité est 2 fois supérieur chez les personnes qui sont isolées socialement. L'isolement social, il va entraîner quoi? Il va entraîner un allongement. Si vous pouvez passer à la diapo suivante. Il va entraîner une durée d'hospitalisation plus longue, que ce soit si on veut un placement ou si on veut un retour à domicile. Forcément, avec l'isolement social, c'est logique, il y a moins de familles qui vont être là pour aider. Les personnes âgées qui sont seules, ils ne vont pas forcément avoir les renseignements et l'entourage pour les aider, pour faire les démarches, pour avoir une aide ménagère, pour avoir tout ce qu'il faut à la maison. Et donc forcément, le retour à la maison d'une personne isolée socialement va être plus compliqué. Et de la même manière, mettre un placement, en SSR, un patient qui est isolé socialement, ça va être plus compliqué. Parce que sur les demandes de SSR, si le SSR il voit qu'il n'y a pas de famille, de la même manière, ils vont bien voir que le retour à la maison derrière, il sera plus compliqué. Ils vont voir également que le placement en EHPAD il sera aussi plus compliqué, puisqu'il n'y aura personne pour aider pour les démarches administratives. Et donc, ça va rallonger la durée d'hospitalisation puisque les SSR, c'est des patients qui vont un peu éviter de prendre. L'isolement social, il va entraîner un risque de sous-traitement. La composante sociale, c'est une influence majeure sur le projet thérapeutique. Et donc, il y a une étude qui était très intéressante, là, Oncogériade Passeurs de frontières. Le nom est un peu compliqué. Mais en fait, ils ont interrogé pas mal d'oncologues. Et ces oncologues, ils disaient que de toute manière, les patients âgés, ils étaient perçus comme des patients complexes et difficiles avec des problématiques sociales lourdes. Donc déjà, rien que sur les patients âgés, il y a un risque de sous-traitement parce qu'ils craignent les complications. Et ils disaient que si les patients ils étaient isolés socialement, ils reconnaissaient qu'ils allaient peut-être sous-traiter le patient. Ils vont plus hésiter à mettre en place des thérapeutiques lourdes et notamment des chimiothérapies. Parce que si le patient est isolé socialement, ils savent qu'il y a plus de risques de complications et que ça sera plus compliqué à gérer. Et par conséquent, ces patients ils vont avoir un risque de ne pas recevoir un traitement antitumoral optimal. Et après, c'est bien connu, l'isolement social, c'est un facteur de risque du déclin cognitif et psychologique. Là, c'était déjà montré avant, mais là, il y a eu beaucoup d'études là-dessus par rapport au Covid et aux conséquences que le Covid a entraînées sur le plan cognitif, et beaucoup d'études qui ont montré que l'isolement qui avait été dans le cadre du confinement du Covid avait été un facteur de risque majeur au niveau cognitif. Et puis, évidemment, c'est bien connu que l'isolement social va forcément avoir des conséquences sur l'état psychologique du patient. Et en plus, en même temps, c'est un peu intriqué, c'est-à-dire que le patient, il peut être isolé socialement en partie parce qu'il y avait des problématiques psychologiques de départ. Et donc, tout ça, évidemment, risque d'entraîner un risque de maltraitance financière. Et donc, par conséquent, évidemment, mettre en place un soutien au niveau social de la même manière, en toute logique, va permettre d'améliorer la prise en charge oncologique du patient. Donc, les assistants sociaux, ils vont pouvoir intervenir dans de multiples domaines financiers pour éventuellement débloquer au niveau des aides. Ils vont pouvoir intervenir pour mettre en place des aides humaines ou techniques. Ils vont pouvoir intervenir sur l'isolement géographique, par exemple via des fois des appartements thérapeutiques qu'on va mettre à disposition des patients. Ils vont pouvoir aider sur le contexte familial ou conjugal et puis évidemment dans le cadre de la fin de vie. Et donc toutes ces interventions vont permettre d'augmenter la survie globale des patients qui sont atteints de cancer. Et ça va permettre aussi forcément l'adhésion au projet thérapeutique. C'est sûr qu'un patient pour qui on va mettre en place
des aides à la maison, ben, s'il n'a pas à s'occuper des courses, du ménage, etc., ben, il va plus adhérer au traitement parce que si le traitement fait, et la maladie évidemment, fait qu'il n'est plus en capacité de faire ce qu'il doit faire à la maison et de faire les courses, ben, il va dire ben, moi j'arrête le traitement, je suis plus en capacité de faire mes courses. Donc si on met en place des aides, forcément ça va aider. Les autres types d'aides qu'on peut mettre en place, c'est que par exemple, quand on fait de la radiothérapie, qu'on sait qu'il va être fatigante sur le patient, quand c'est de la radiothérapie quotidienne, ça arrive qu'on fasse des placements temporaires en SSR pour que justement le patient n'ait plus à se concentrer que sur sa prise en charge médicale. Et puis l'idée aussi, évidemment, c'est que le patient, il ait tout un réseau auquel il puisse s'adresser s'il a un problème. Parce que forcément, s'il est isolé socialement, on sait que c'est compliqué à joindre les hôpitaux, on n'a pas envie qu'ils aillent aux urgences, donc l'idée de mettre en place le réseau autour de lui, c'est pour que bah, s'il a un problème, il puisse s'adresser à l'infirmière, au réseau de soins palliatifs, etc. Donc là, c'est sûr qu'on parlait surtout de l'isolement social, mais on voulait quand même dire un mot sur l'importance de l'aidant principal. D'abord, on peut être un couple et être isolé socialement. On a quand même pas mal de gens ici dont les enfants sont très loin. Et donc ça, c'est vraiment indispensable aussi de soutenir le patient socialement, mais aussi de soutenir l'aidant principal. Et des fois aussi, c'est l'inverse, c'est qu'en fait, le patient va être l'aidant principal de son conjoint ou de sa conjointe qui va avoir des troubles cognitifs sévères et c'est très important de l'assister aussi dans ces démarches-là, parfois en aidant pour un placement éventuel du conjoint ou de la conjointe le temps du traitement. L'aidant principal, ça va vraiment être un outil indispensable pour l'adhésion du patient, la compréhension de ce qui va être proposé, le consentement aussi du patient au traitement oncologique. Donc, on a 2 petits cas cliniques. Le premier, c'est plus pour exposer comment on va pouvoir faire quand un patient il est totalement isolé socialement. Donc, on a eu une dame, Madame B, qui avait 81 ans, qui avait été admise pour découverte de lésions cérébrales. Au final, après biopsie, c'était un adénocarcinome d'origine pulmonaire, PDL1 100%. Au vu de la fragilité de la patiente, donc on avait détecté avec l'évaluation gériatrique, c'est une dame qui avait des troubles cognitifs débutants, qui avait des troubles de l'humeur chronique, qui présentait une fragilité sur le plan moteur avec une perte d'autonomie quasi complète lors de l'hospitalisation aux AVQ parce qu'elle avait laissé les choses un peu traîner. Et donc, il y avait un isolement social complet. Il avait été décidé d'un traitement par immunothérapie par sémiplimab. Du fait du caractère métastatique initial d'emblée de la maladie, il y avait eu un signalement de soins palliatifs qui avait été effectué lors de la première hospitalisation. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, entre une dame qui est âgée, qui n'est plus autonome et qui est totalement opposée socialement, on avait fait de multiples demandes de SSR et on n'avait eu que des refus. Le retour à domicile était malheureusement impossible du fait de sa perte d'autonomie majeure. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait quand même si on était parti en placement, on avait quand même évidemment fait un dossier d'APA. Et au final, on avait décidé d'un placement en USLD, ce qui semblait plus adapté au vu de la lourdeur du côté médical. Il y avait l'équipe de l'USLD qui était passée voir la patiente. Il y avait une grosse coordination entre l'équipe sociale de l'établissement du SLD et l'équipe sociale de l'IPC parce que en fait, c'est une dame où on avait repéré quand même qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas très bienveillante autour d'elle et il se trouve que c'est une dame qui avait beaucoup d'argent et beaucoup d'appartements. Donc on avait fait une demande de mise sous tutelle et avec une demande d'expertise au sein du service. Et donc le deuxième cas, c'est plutôt pour montrer au contraire ce qu'on peut mettre en place à la maison pour essayer à la fois de favoriser l'adhésion et la poursuite du traitement et en même temps de de garder le maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc c'était une patiente de 83 ans qui a une histoire oncologique un peu longue. Donc diagnostic d'un adénocarcinome endométrioïde en 2016, initialement traité par chirurgie puis radiothérapie, récidive en 2018, nouvelle chirurgie et curithérapie, puis nouvelle récidive en 2020 où elle avait eu 6 cures de carbotaxol. En 2023, c'est là où nous on l'a rencontrée au niveau gériatrique, elle avait présenté une nouvelle progression et donc l'oncologue avait proposé une nouvelle ligne de chimiothérapie par Calyx. À ce moment-là, l'évaluation gériatrique avait montré que c'était une dame qui avait des troubles de la marche. Il y avait un syndrome anxieux-dépressif qui était quand même assez marqué avec des répercussions sur sa vie quotidienne et un début de perte d'autonomie aux AVQ. Donc à ce moment-là, en 2023, on avait mis en place un passage infirmier tous les jours pour surveiller la tolérance du traitement et l'aider éventuellement en cas de fatigue sur les soins d'hygiène. On avait fait un dossier d'APA en GIR4.
on avait mis en place une téléalarme et évidemment des séances de kinésithérapie pour favoriser l'autonomie de la patiente. Malheureusement, en 2024, elle avait présenté une nouvelle progression et donc là, l'oncologue avait proposé de la gemcitabine qu'on avait tenté de débuter et en fait, à chaque fois qu'on faisait la cure, malheureusement, il y avait une mauvaise tolérance de la patiente. Donc, au début, avec la première mauvaise tolérance, on avait essayé d'augmenter les aides à la maison, donc majoration des heures d'aide ménagère au sein du GIR4, majoration du nombre de passages infirmiers. Au lieu d'une fois, on lui a demandé de passer 2 fois par jour. Et puis, malheureusement, finalement, elle a vraiment elle tolérait trop mal le Gemzar, donc on a dû arrêter. Dans ce contexte, on a mis en place l'HAD Draguignan, même si initialement, il n'y avait pas de soins techniques particuliers, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup aidé pour la coordination et à rentrer dans le cadre de l'HAD, puisqu'elle était en soins palliatifs, puisqu'il y avait eu un signalement à ce moment-là. Avec l'APA ou l'MDPH ou la Ligue contre le cancer, on peut aussi aider pour les aides techniques. Donc, en l'occurrence, elle, c'est une dame qui vivait dans une maison à étage, donc ça a pu aider au financement du fauteuil montant pour les escaliers. Comme elle a perdu en autonomie à ce moment-là, on a mis en place le portage des repas. Et elle a pu quand même, résultat, rester à domicile pendant 9 mois après cette nouvelle progression et l'arrêt de la chimiothérapie. Et là, par contre, le maintien à domicile devenait trop compliqué parce qu'en fait, elle a fait des épisodes de saignement, des métrorragies à répétition qui entraînaient de l'anémie et qui nécessitaient un peu des transfusions à répétition. Et donc, à ce moment-là, le maintien à domicile n'était plus possible. Et donc, toujours en collaboration avec le service de soins palliatifs, là, on a décidé d'un placement en USP dans l'hôpital où elle était déjà suivie par l'HAD pour l'accompagnement de fin de vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes. Vous avez fait de super topo. On vous a écouté, on a vu vos paroles. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes avant de clôturer ce webinaire. Il n'y a pas de questions dans le fil de conversation. Et pour lancer la discussion, moi, j'aurais quelques questions. Et la première serait pour Maud. Concernant le positionnement du gériatre au niveau des soins de support, avec les équipes de soins de support, comment ça fonctionne, comment tu vois les choses par rapport à ça, c'est très important, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Je pense qu'il est central. Mais, je pense que c'est vraiment un positionnement de coordination. Avec toutes les équipes des différents soins de support. J'essaie d'enlever le... Il y a moins l'écho là, voilà. De coordination entre les différentes équipes de soins de support dont on a parlé, exactement ce dont parlait Dorothée tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau social, au niveau kiné, APA, au niveau nutritionnel et avec les structures au domicile et les structures relais, les SMR en particulier. On doit toujours être en relation, bien sûr, avec l'oncologue ou l'hémato ou le chirurgien qui nous a adressé le patient pour prendre une décision commune. Mais très souvent, une fois que la décision thérapeutique a été faite, c'est nous qui sommes aux commandes derrière, hein, la plupart du temps. Très bien. Donc, un plan central de coordination autour des différents intervenants. Ils sont toujours aussi timides, il n'y a pas de questions. Donc, moi, je vais vous poser encore une autre question à notre collègue Pauline, qui toujours un petit peu dans le même ordre d'idées. Vous avez fait une très jolie diapositive qui montre kiné à pas. J'ai bien aimé cette diapositive qui montre un petit peu le champ complémentaire. Nous, on a ce positionnement également à Nice où on a les deux équipes qui travaillent ensemble. Comment vous organisez justement votre coordination entre ces deux univers ? Est-ce que vous avez des réunions, des choses qui vous permettent de partager? Comment vous fonctionnez entre les deux corps de métier? Alors, du coup, à l'IPC, c'est vrai que c'est un peu délicat, simplement sur le fait que les kinés, eux, sont très peu nombreux et ils se concentrent vraiment sur des unités où les patients sont très, très, très
Ouais, fatigué. Non, Ça va être fatigué. beaucoup de passif en fait, chose que l'enseignant APA ne fait pas. Nous, on n'a pas de contact avec le patient, il n'y a pas de toucher avec le patient. Et du coup, c'est vrai qu'on on se distribue entre guillemets les patients sur voilà, est-ce qu'ils vont être un peu plus autonomes dans leur quotidien, même en hospitalisation, hein, mais est-ce qu'ils sont autonomes, est-ce qu'ils marchent, est-ce qu'ils vont à la toilette seuls, est-ce qu'ils se déplacent un petit peu, est-ce qu'ils déambulent tout seuls, plutôt que voilà, des patients qui vont être complètement alités et où là, du coup, ça va être beaucoup de renforcement musculaire, mais en passif. Donc, eux, ils sont énormément sur tout ce qui est la réa, les soins continus. Ils sont beaucoup aussi en onco avec des patients où du coup les états généraux sont pas hyper sympas. Et nous, on va plutôt être au contraire sur des hospitalisations plutôt très courtes en oncologie, mais avec des patients un petit peu plus jeunes, du coup. On est aussi énormément dans les secteurs d'hémato pour notamment les patients en parcours de greffe. Mais voilà, en fait, on se départage un petit peu les patients sur, Donc, sur le vous niveau divisez un petit peu le travail, vous divisez plutôt le travail. Nous, on a un modèle un peu plus collaboratif où en fait, on a également de l'externe et en fait, ils travaillent plutôt ensemble avec des réunions où ils donnent des objectifs communs. Mais après, c'est des modes d'organisation qui sont tous différents. On a vraiment dépassé notre temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser à Frédéric Rousseau le mot de la fin puisque c'est notre coordonnatrice. Mais avant, j'aimerais juste vous rappeler deux choses. Le congrès de la SOFOG en décembre, venez-y nombreux. Et puis également notre DIU commun entre Marseille et Nice, donc cogériatrie, où vous pouvez vous inscrire si la thématique vous intéresse. Frédéric, je te laisse le mot de la fin. Bien. Bien, écoutez, si à l'issue de notre petite réunion, vous avez pris la mesure ou vérifié en fait l'importance de prendre en compte la fragilité des malades et que cette prise en compte, elle passe par une coordination multidisciplinaire, par le fait de parler autour des patients, c'est-à-dire les voir, non seulement les voir, mais pas leur dire, bon, bah, vous allez voir le gériatre, et puis après, le patient suit son cours, et puis vous le revoyez à 3 mois avec son évaluation et son scan. Si vous avez compris que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est une prise en charge en équipe, et c'est ça qui permet de porter les patients et leurs familles pour arriver à accomplir des parcours de soins dans lesquels on peut être efficace. Alors, on a atteint notre objectif. Donc, comme Rabia vous l'a dit, le DIU d'oncogériatrie, il est très intéressant. Le retour que j'en ai avec les stagiaires qui viennent passer dans le service est très, très positif. Il est très formateur. Et le cancer, c'est une pathologie du sujet âgé. C'est très important de s'informer, de se former à ce sujet. Et à ce titre, donc suivez nos différents webinaires qui ont lieu 2 fois par an environ. C'est comme une série, c'est moins palpitant que Game of Thrones, mais c'est intéressant quand même. Allez, à bientôt. Merci de vous être connectés. Et on remercie aussi notre DRC, l'Oncopaca Corse, qui a fait un travail formidable autour de la coordination de cet événement. Et on vous dit à très vite pour un nouveau webinaire. Au revoir à tous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.